Turner. Je suis professeure au département des génies civils, géologiques et des mines à Polytechnique Montréal et je gère une partie de projet qui s'appelle ATTRAP, qui est au sujet des cyanobactéries. On fait une étude sur les cyanobactéries, la production de toxines, et on utilise des mésocosmes pour étudier les facteurs qui mènent à ces proliférations de cyanobactéries. Pourquoi s'intéresser aux cyanobactéries? Mais c'est parce que ce sont des bactéries qui viennent contaminer nos plans d'eau. Alors, nos plans d'eau sont utilisés comme source de production d'eau potable, mais aussi sont des endroits où on peut aller faire des activités récréatives comme la baignade ou aller en bateau. Pourquoi ça nous intéresse? Mais c'est que ces bactéries produisent des toxines. Alors, les toxines peuvent être à l'intérieur des cellules, mais lorsque les cellules meurent ou sont lysées, elles peuvent libérer des toxines et les toxines peuvent être, dans ce cas-là, un peu dans l'eau. Et si les gens ont contact avec ces toxines, on peut avoir des effets sur la santé. Il y a non seulement les problèmes de toxines, mais il y a aussi des problèmes si ça se retrouve dans l'eau potable, ça peut causer des problèmes de goût et odeur. Alors, ça veut dire que l'eau va goûter un peu moisie, un peu comme la terre, et ce n'est pas souhaitable pour les gens qui boivent l'eau. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces proliférations de cyanobactéries? Mais c'est en lien avec plusieurs facteurs, notamment le plus important, ce sont les nutriments. Alors, l'azote, le phosphore, et on a des charges de nutriments qui vont vers les plans d'eau. Ça peut venir soit de rejet d'eau usée, ou bien ça peut venir de ruissellement de zones agricoles. Alors, avec la pluie, on a le ruissellement et ça transporte les nutriments vers les plans d'eau. Alors, ce n'est pas seulement les nutriments qui causent la prolifération, il y a aussi des facteurs hydrodynamiques. Alors, on a moins de problèmes dans les rivières, par exemple, parce qu'il y a un écoulement qui est rapide, il y a beaucoup de mouvements de l'eau. Ce ne sont pas des milieux favorables pour la croissance des cyanobactéries. Cependant, les lacs où il y a moins de courant, c'est plus calme. On peut avoir, dans ce cas-là, avec des nutriments élevés, des concentrations, on peut avoir avec un plan d'eau calme, les proliférations, c'est favorable, c'est un environnement favorable pour la croissance des cyanobactéries. Avec tout ça, ce qui se mélange avec ces facteurs, c'est les changements climatiques. Alors, les cyanobactéries ont des températures optimales pour leur croissance. Souvent, ça se passe en été. Alors, avec les changements climatiques, avec des températures plus élevées, on peut avoir une augmentation de la période favorable pour la croissance des cyanobactéries. Et aussi avec plus de ruissellement au printemps, si c'est plus intense, on peut aussi avoir plus de transport de nutriments vers les plans d'eau. Les cyanobactéries nous intéressent en particulier à cause de leurs toxines pour l'eau potable, comme mentionné. Alors ici, dans la figure, on a plusieurs images qui sont à gauche, qui montre ce qui se passe à l'extérieur d'une usine de production de l'eau potable. Alors, on voit une accumulation qui se fait tranquillement à l'extérieur de l'usine, mais lorsque les cellules rentrent dans l'usine de production d'eau potable, on peut avoir la formation d'écume à la surface des décanteurs ou par-dessus les filtres. Et lorsqu'on a des accumulations de cyanobactéries, on peut potentiellement avoir des concentrations très élevées de toxines qui se retrouvent dans ce cas-là dans l'usine d'eau potable. Alors, on voulait mieux comprendre ces phénomènes pour mieux comprendre l'importance de bien contrôler les cyanobactéries pour éviter des toxines qui seront transportées à travers les filières de traitement et se retrouver dans l'eau potable. On veut comprendre le rôle de l'azote et du phosphore, mais puisque l'azote n'était pas bien compris, on a voulu mieux comprendre les phénomènes qui mènent à une prolifération accrue de cyanobactéries. Mais dans la littérature, parfois, on voyait qu'avec l'ajout de l'azote, parfois il y avait une augmentation, parfois il y avait une diminution de cyanobactéries et de toxines avec l'azote. Évidemment, ce n'est pas souhaitable d'ajouter de l'azote à un plan d'eau, mais ça a été même proposé par certains dans le passé. Mais c'est important dans ce cas-là de mieux comprendre le rôle de l'azote dans les proliférations de cyanobactéries et la production de toxines.
Alors, pourquoi il y a un peu de confusion? Mais c'est un peu parce qu'il y a un ratio. Si on regarde le ratio et qu'est-ce qui contribue aux concentrations élevées. Alors, ici, dans la figure, on voit que les PC, ce sont les cyanobactéries. Et on voit le ratio. Alors, c'est le ratio de l'azote sur le phosphore. Et on voit que lorsque le ratio est faible, on a des concentrations plus élevées de cyanobactéries. Lorsque le ratio augmente, il y en a beaucoup moins. Alors, ce n'est pas seulement les concentrations absolues, mais c'est vraiment le lien entre l'azote et le phosphore. Pour étudier ces phénomènes, on a mis en place des séries d'expériences de mésocosmes. Alors, vraiment, c'est quoi un mésocosme? Ce sont pour nous, c'était des sacs de plastique où on prend l'eau du lac et on le met dans ces sacs pour étudier des traitements. Alors, on fait des traitements dans ces mésocosmes et on veut voir l'effet. Alors, pour ça, on a voulu étudier les nutriments azotés, le rôle du zooplancton. Alors, ce sont d'autres espèces des eucaryotes qui sont dans les plans d'eau, qui jouent un rôle aussi dans l'écosystème de l'eau. Et on a aussi voulu étudier le rôle d'un traitement potentiel pour voir à quel point ça pourrait être utile pour réduire les cyanobactéries et leurs toxines dans un plan d'eau. Pourquoi étudier les mésocosmes? Mais ça veut dire qu'on peut faire un traitement contrôlé ou semi-contrôlé dans l'environnement pour voir le comportement, la réaction du système à ces traitements. L'avantage, c'est qu'on le fait dans le lac. Alors, on a les mêmes conditions de température, de soleil, qui nous aident à comprendre, le traitement sur les mésocosmes. L'inconvénient, c'est que c'est aussi dans l'environnement. Donc, si on a des orages, des événements de vent, on peut perturber les mésocosmes. Alors, on doit le refaire à plusieurs reprises pour avoir des bons résultats. Nos études de mésocosmes, on a choisi 2 sites d'études qui sont des sites fiables. Alors, ce sont des endroits où on a régulièrement des proliférations de cyanobactéries. Alors, un endroit, c'est le petit lac Saint-François. C'est un lac récréatif, mais un bassin versant 50% agricole, donc avec des charges élevées de nutriments qui vont vers ce lac. L'autre endroit, c'est la baie Missisquoi, qui est utilisé aussi comme source d'eau potable, mais aussi comme lac récréatif. Le bassin versant est environ 30% agricole. Alors, pour les mésocosmes, ce qui nous intéresse, on a notre contrôle. Alors, notre contrôle, c'est, on a notre mésocosme où on prend l'eau du lac et on ne change rien. Alors, il n'y a pas de différence, c'est tout simplement de voir l'évolution si on ne fait rien. Ensuite, on avait plusieurs traitements. Alors ici, on compare les traitements où on ajoute des espèces d'azote. Alors, nitrate, nitrite, l'ammonium et l'urée. Et ce qu'on voit, c'est que les cyanobactéries sont capables d'assimiler l'azote qui a été ajouté en grande partie, un peu moins pour l'urée. Et après 48 heures, on voit une prolifération, une accroissance des cyanobactéries dans les mésocosmes. Alors, la figure à droite, on voit les biovolumes, ce qui représente le nombre, la croissance des cyanobactéries. Et on voit qu'avec les nitrates et les autres formes, typiquement, on a une augmentation des biovolumes de cyanobactéries, mais on a vu moins avec l'urée. Mais on peut voir l'effet de l'ajout de l'azote sur les cyanobactéries. Nous avons aussi étudié le rôle du zooplancton. Alors, on sait que le zooplancton peuvent être des prédateurs de cyanobactéries. Alors, nous sommes allés chercher du zooplancton d'autres endroits du lac. On les a concentrés et on les a ajoutés au mésocosme. Et on peut comparer encore une fois au contrôle. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec un ajout de zooplancton, on peut voir une réduction dans les concentrations des biovolumes de cyanobactéries. Alors, on voit le rôle que si nous avons du zooplancton dans les mésocosmes, on peut voir une baisse de la concentration. Alors, le zooplancton peut jouer un rôle pour contrôler les cyanobactéries. Et ici, on voit l'importance de potentiel, une solution potentielle pour contrôler les cyanobactéries à la source si on ne réussit pas à contrôler les nutriments vers un plan d'eau, puis on n'a pas le choix, puis on a un lac où on doit l'utiliser parce qu'on n'a pas de source d'eau potable. Au lieu d'avoir
les cyanobactéries qui entrent dans l'usine. Alors, la question était, est-ce qu'on peut faire un traitement à la source? Et ici, ce qu'on voit avec l'ajout de sulfate ferrique, si on compare le contrôle, après 48 heures, alors avec cet essai, on voit que dans le contrôle, après 48 heures, on a une augmentation. Parfois, ça peut être aussi une baisse, dépendamment de ce qui se passe dans l'environnement. Mais si on a une augmentation dans nos mésocosmes ou dans le plan d'eau, puis si on ne fait pas un traitement, les cyanobactéries sont toujours là, il y a toujours des toxines. Mais lorsqu'on fait un traitement, on peut voir un effet. Alors, avec l'ajout de coagulants, de sulfate ferrique, on peut éliminer, on peut réduire ou bien même éliminer les toxines dans les mésocosmes. Le défi est toujours de mettre ça à pleine échelle. Alors, ce sont des mésocosmes, mais ça démontre que c'est une possibilité, il y a un potentiel pour faire un traitement à la source. Alors, pourquoi c'est important d'étudier les cyanobactéries et pourquoi ces mésocosmes et ces traitements en particulier? Jusqu'à maintenant, on a principalement étudié le phosphore. On connaît bien le rôle du phosphore sur les proliférations de cyanobactéries, mais l'azote est un peu plus compliqué. En ce moment, c'est plus réglementé pour sa toxicité parce que les formes d'azote, l'ammonium, peut être toxique pour la vie aquatique. Alors, c'est réglementé en ce moment pour sa toxicité, mais on doit aussi potentiellement comprendre les charges totales parce que si on ajoute de l'azote, ça contribue aussi à des nutriments qui peuvent avoir un effet sur les proliférations de cyanobactéries. Ça nous aide aussi à comprendre, différencier les charges des rejets d'eau usée versus le ruissellement des zones agricoles. Alors, si on veut réduire les nutriments, si on connaît mieux qu'est-ce qui contribue à la prolifération de cyanobactéries, on peut ensuite venir cibler les actions à prendre. C'est aussi utile de comprendre le rôle du zooplancton parce qu'on voit avec les usines, les stations d'épuration, souvent il y a la croissance de zooplancton dans les stations d'épuration et on voit ici qu'il y a un rôle potentiel à jouer pour réduire les cyanobactéries, soit dans les plans d'eau, soit dans les usines. Il y en a même parfois dans les usines d'eau potable. On peut avoir des rotifères et tout ça, des ciliés qui sont présentes. Alors, ça nous aide de comprendre qu'est-ce qui arrive s'il y en a et on a une floraison de cyanobactéries qui entre dans une usine. Finalement, étant donné qu'on n'a pas complètement contrôlé les charges de nutriments dans l'environnement et souvent les usines d'eau potable doivent confronter des proliférations de cyanobactéries, on peut faire un traitement, il y a un potentiel pour faire un traitement à la source pour éviter les percées de cyanobactéries dans les usines d'eau potable.